Bah là, c'est la magie du Festival de Cannes. Nous sommes à une rencontre avec pour la privée Empire Hanson et comme ça, au détour d'un échange, j'ai eu l'honneur donc de rencontrer Maître Benjamin Montel, qui est spécialiste en droit d'auteur. Maître, votre présence au Festival de Cannes répond à quoi? Ma présence déjà elle est ancienne, hein, ça fait 30 ans que je viens, donc je connais bien le festival et puis c'est pour rencontrer les personnes, en particulier les producteurs avec qui j'ai pu travailler dans l'année, que je vais revoir pour aller voir leur production, leurs films, les rencontrer et puis participer aussi à un certain nombre de rencontres comme aujourd'hui, malgré le temps qui entraîne le report, mais sinon aller au CNC, aller dans des rencontres institutionnelles, différents débats sur les thématiques du droit de l'audiovisuel, du droit d'auteur actuellement. Quelques gros producteurs avec lesquels vous avez eu à travailler, est-ce qu'on peut avoir une idée? Moi, je travaille, je cite pas vraiment mes clients d'habitude, mais voilà, c'est un certain nombre de groupes audiovisuels, notamment français, quelques gros groupes. Puis je conseille aussi des organisations professionnelles de producteurs, des syndicats de producteurs comme l'Union syndicale de la production audiovisuelle, ANIM France, qui sont des syndicats qui représentent un certain nombre plus de 200 producteurs audiovisuels français. Et puis sinon, oui, un certain nombre de producteurs indépendants, des groupes également que je peux conseiller tout au long de l'année. Avec la digitalisation, l'intelligence artificielle, les enjeux du moment en termes de droits d'auteur, ça peut tourner autour de quoi? Les gros enjeux effectivement du moment, comme vous l'avez dit, hein, c'est l'intelligence artificielle et également le développement des productions sur les plateformes de streaming, sur les services de vidéo à la demande par abonnement. Donc l'intelligence artificielle, c'est évidemment déjà régler la question de toutes les œuvres audiovisuelles qui ont été moissonnées, utilisées par ces systèmes d'intelligence artificielle depuis des années pour aujourd'hui pouvoir générer de nouvelles œuvres. Donc c'est quand même un problème qui va falloir régler un jour parce que effectivement tout ça a été fait un peu dans on va dire la clandestinité, mais en tout cas dans un manque de transparence et donc ça c'est le premier problème qui se pose et puis essayer d'avoir des accords qui permettrait de rémunérer les auteurs, les artistes, les producteurs dont les œuvres ont été utilisées par ces systèmes d'intelligence artificielle comme OpenAI, Mistral AI, etc. Et puis l'autre grand défi, on va dire, du moment, c'est évidemment les relations avec les plateformes de vidéo à la demande sur abonnement, Netflix, Amazon Prime, etc., qui ont des obligations de production en France, puisque sans rentrer trop dans les détails, en France, elles ont l'obligation d'investir entre 20 et 25% de leur chiffre d'affaires en France dans la production audiovisuelle et cinématographique française. Donc, c'est la mise en application de ces obligations qui est évidemment importante aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure justement d'accords. Ces accords se négocient à l'échelle institutionnelle ou au niveau on va dire des spécialistes de droits d'auteur que vous êtes? Non, les accords se négocient entre organisations syndicales de producteurs, d'auteurs et les plateformes elles-mêmes notamment. Donc c'est vraiment des accords professionnels qui sont signés par les syndicats avec les éditeurs de services, les chaînes de télévision, les plateformes, etc. Donc voilà, après on peut intervenir nous en tant qu'avocats comme conseil auprès de ces organisations et donc permettre la rédaction de ces accords, mais en revanche, c'est pas nous qui allons les négocier directement, ce sont les syndicats. En France, il y a une très grande importance, évidemment, de la négociation interprofessionnelle. Mais l'État n'a pas intervenu dans un tel domaine, quelque part? L'État va fixer les grands principes. Tout à fait. En fait, vous avez les directives européennes qui posent de très grands principes. Ensuite, vous avez un décret gouvernemental qui va appliquer dans chaque État les grands principes posés par la directive. Et ensuite, vous allez avoir des accords professionnels qui vont encore préciser davantage les conditions d'application de ces grands principes posés par la directive, puis par les textes français ensuite. Donc c'est vraiment plusieurs textes qu'il faut articuler entre eux, quoi. Pour coller justement à l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est pas un débat. Il y a la ministre de la Culture qui récemment a fait une sortie
parlant des droits qu'elle pourrait négocier éventuellement pour les artistes, pour les producteurs, auprès de plateformes comme YouTube. Si vous devez vous exprimer sur une telle démarche, qu'est-ce que vous diriez éventuellement? Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'une des failles, justement, des textes, c'est que des plateformes de partage de vidéos comme YouTube, que vous citez pour évidemment donner la plus connue, eh bien, ne sont pas soumis à ces obligations. Donc, ça fait partie des débats qui actuellement, et notamment à Cannes, hein, le président de l'Arcom en France, donc, qui est l'autorité de régulation, a dit que c'était une des questions qu'il fallait poser actuellement. Effectivement, ces plateformes qui en fait mettent en principe en relation les internautes et les créateurs de contenu directement ne sont pas soumises à des obligations à proprement parler. Donc elles font partie des exceptions qui sont dans les textes européens. Mais s'il y a une révision de cette directive qu'on appelle la directive SMA, service de médias audiovisuels, dans le futur, ça ferait partie éventuellement des interrogations parce que justement YouTube elle-même aujourd'hui se présente souvent comme étant l'équivalent d'une chaîne de télévision, comme étant même parfois présentée comme étant la chaîne de télévision principale aujourd'hui sur les téléviseurs connectés en France et ailleurs. Donc cette exception qui existe depuis des années, elle est certainement remise en cause aujourd'hui et pour éviter ce qu'on appelle des distorsions de concurrence où vous allez avoir beaucoup de publicité sur YouTube et des obligations inexistantes contrairement au système de télévision qui eux sont très régulés, très encadrés au niveau de la publicité, au niveau des contrôles, au niveau des obligations, quoi. Donc ça fait partie des prochains défis. Vous ne parlez peut-être dans la polémique, donc c'est dire qu'une telle déclaration venant de la ministre de la Culture de Côte d'Ivoire serait vide de sens, d'autant plus qu'elle n'a pas une marge de manœuvre assez importante pour faire plier quelque part YouTube pour les droits des artistes ou quoi? Non, après rien n'empêche à chaque État de fixer des obligations, c'est tout à fait possible. Hein. En Europe, ça se fait au niveau européen parce que ce sont des questions qui relèvent du niveau européen et ensuite chaque État va préciser le niveau des obligations. Hein. Je citais tout à l'heure les obligations des plateformes. Il faut savoir que certains États en Europe ont choisi d'imposer des obligations beaucoup plus faibles qu'en France où on a une spécificité culturelle qui fait qu'on impose des obligations qui sont importantes. Et tant mieux que chaque État puisse imposer. Après, quand on n'est pas dans l'Union européenne, rien n'interdit d'imposer des obligations. Mais voilà, en ce moment, quelquefois, les obligations n'ont pas forcément la cote et peuvent être critiquées on veut essayer d'éviter que ça puisse dissuader ces plateformes d'investir aussi dans certains États. Donc, il y a un équilibre à trouver. Il faut que ça soit proportionné, mais rien n'empêche. Après, effectivement, YouTube est un cas un peu plus complexe du fait que c'est pas un diffuseur directement, c'est un agrégateur de contenu plus qu'un diffuseur. Donc cette spécificité est plus difficile à prendre en compte jusqu'ici en tout cas, quoi. Vous qui êtes spécialisé dans les droits d'auteur pour les producteurs, pour les créateurs en général, très souvent il y a une problématique qui est très courante par rapport à des créateurs de contenu en Afrique généralement, qui ne sont pas très souvent peut-être bien rémunérés comme ceux de l'Europe. Selon vous, cela répond à quelle norme au fait? En fait, nous, en France et en Europe, et surtout en France, on a une grande tradition aussi de gestion collective. C'est-à-dire que vous avez des grandes sociétés d'auteurs comme la SACD pour la fiction, l'animation, la SCAM pour le documentaire, qui vont s'occuper justement de regrouper les auteurs et de pouvoir négocier avec les diffuseurs, les plateformes qu'on évoquait tout à l'heure, les chaînes de télévision ou autres, des accords de gestion collective qui vont permettre à ces sociétés d'auteurs de collecter une partie du chiffre d'affaires réalisé en France et ensuite de le répartir aux différents auteurs, parce que évidemment individuellement un auteur n'a pas cette capacité de négociation comme peut le faire une société d'auteurs comme la SACD ou la SCAM. Ce qui a aussi l'avantage pour les producteurs est bien de les dispenser d'avoir à reverser ces rémunérations aux auteurs, puisque c'est leur société d'auteurs qui va directement collecter cette rémunération. Donc c'est un système qui est quand même gagnant pour beaucoup dans le secteur. Donc oui, la gestion collective, aujourd'hui on le voit avec l'arrivée des plateformes où dès qu'elles sont arrivées comme Netflix en 2014 en France, ont passé un accord avec les sociétés d'auteurs. Donc elles sont rentrées dans l'écosystème du droit d'auteur français assez rapidement à ce niveau-là, et on le voit avec l'intelligence artificielle. C'est pas les auteurs
et même pour les producteurs, ça sera difficile de pouvoir négocier individuellement avec des mastodontes comme OpenAI ou d'autres. Et en revanche, leurs organismes de gestion collective qui vont regrouper une multitude soit d'auteurs, soit d'artistes, interprètes, soit de producteurs, ont cette capacité justement de dire vous devez négocier avec nous pour qu'une partie de votre chiffre d'affaires serve à rémunérer les droits des auteurs et des producteurs dont les œuvres ont été utilisées. Donc ça a été inventé par Beaumarchais à la fin du XVIIIe siècle, la gestion collective, avec la SACD qui a été créée en 1777, mais ce système de gestion collective est encore plus utile aujourd'hui, ce qui avait été créé pour collecter les rémunérations des auteurs dans les théâtres, a fortiori auprès des plateformes ou de YouTube, etc. C'est devenu crucial. En tout cas, merci pour tous ces éclairages très très techniques. Mais on va laisser une petite question un peu basique. C'est clair que la société de droit reconnue, on va dire, dans l'entendement, je vais parler un peu de la masse par rapport à la SACEM, je vais parler de la SACEM par exemple, justement. Comment ce modèle-là a pu se constituer au point aujourd'hui, on va dire, d'être une très belle niche pour les artistes, pour les créateurs européens, français en particulier, et que cela ne porte pas étoile, par exemple, pour, on va dire, des structures de ce genre qui puissent exister en Afrique, par exemple. Pour faire juste un comparatif. Alors, je ne connais pas suffisamment l'écosystème en Afrique pour pouvoir, mais je pense qu'au contraire, dans tous les pays où les auteurs peuvent avoir des difficultés pour pouvoir individuellement faire entendre leur voix, il y a a fortiori une place pour ce type d'organisme de gestion collective qui peuvent aussi peut-être prendre modèle sur ce qui existe là, parce qu'en France c'est quelque chose en tout cas qui fonctionne très bien et la SACEM que vous citez, on le sait, va pouvoir collecter des rémunérations dans n'importe quel bar, restaurant, dans les salles d'attente des professions libérales, etc. Et je pense que c'est un modèle d'avenir qui pourrait se développer dans beaucoup de pays, et a fortiori dans des pays où les auteurs ont peut-être individuellement du mal à se faire entendre. Donc c'est une voie qu'il faudrait très certainement approfondir. Merci beaucoup. Voilà. Merci en tout cas pour cet éclairage. Et franchement, merci pour la spontanéité avec laquelle vous avez accepté d'échanger avec nous. C'est l'occasion avec le temps qui fait. Ouais, c'est ça. Okay.